Bienvenue dans la pause DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Bonjour à tous, bienvenue dans la pause DAF. Aujourd'hui, nous découvrons Baptiste Lambert dans les locaux de Sopress. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes directeur administratif et financier chez Sopress. Pouvez-vous nous présenter votre structure ? Alors Sopress, c'est un groupe de médias indépendants qui regroupe plusieurs activités. Notre activité principale, c'est l'édition de magazines. Donc on édite notamment les magazines SoFoot, Society, Doolittle, Tsugi, un certain nombre de magazines, une dizaine environ. Et en parallèle, on fait de la production de contenu pour les marques. On a aussi 2 boîtes de production de films publicitaires, de documentaires et de longs métrages. On a une régie pub intégrée, un label de musique et des participations dans diverses sociétés d'édition de magazines. En tout, alors c'est une activité assez compliquée à appréhender en termes de salariés, mais en fixe on est 46. Et après, on a tout un écosystème de pigistes et d'intermittents qui regroupe environ 200 personnes. Ça fait 6 ans que vous êtes le DAF de Sopress, mais vous venez d'un univers très différent, celui de la production cinématographique ou de la production tout court. De la production de télé, en fait. J'ai commencé en télé en 2003, sur la cérémonie des Césars, et ensuite j'ai passé 10 ans en production télé, en tant qu'assistant de production, régisseur, et enfin directeur de production pour une société de production qui s'appelait KM, qui travaillait beaucoup pour Canal+. Donc j'ai travaillé sur le Grand Journal, sur les cérémonies d'ouverture-clôture de Cannes, sur les Césars, sur pas mal d'émissions de télé du groupe. Et ensuite j'ai rencontré Franck Hanez, donc le patron de Sopress, sur la cérémonie des Césars, parce qu'il écrivait les textes d'Antoine Decaune, et j'étais chargé de production sur la cérémonie. Et on s'est rencontrés et ça a bien matché. Et l'avant-dernière année du Grand Journal, où j'ai refait une dernière pige en télé, je produisais les sketchs qu'il écrivait. Et donc c'est à cette occasion qu'il m'a demandé de le rejoindre, parce qu'il développait le groupe Sopress pour relancer Society notamment en 2014. Comment on devient le DAF de Sopress ? C'est ce que je lui ai posé comme question. Je lui ai dit mais comment on fait, parce que c'est pas mon cœur de métier. Et en fait on apprend, on auto-apprend, on se renseigne beaucoup, on est curieux, et puis on est appuyé par des collaborateurs super, que sont mon cabinet d'experts comptables, Spang, des avocats, et Franck, qui a une solide connaissance quand même en finance à la base, puisqu'il a fait un peu d'audit, et une école de commerce. Et puis on apprend, et puis on est débrouillard, et puis on grandit avec le groupe, et on met plein de choses en place, et ça se passe super bien. Vous avez reçu des formations en arrivant dans cette fonction ? Alors un peu du cabinet, surtout sur la partie comptable, parce que en tant que directeur de production, on fait quand même pas mal de finances, mais disons que c'est plus lié vraiment au projet, et après on passe le relais à la compta. On est en lien avec eux, mais disons qu'on n'a pas les schémas d'écriture comptable ou ces choses-là en tête. Et en plus moi j'ai fait L et médiation culturelle, donc je suis vraiment pas... j'avais pas de connaissances à la base là-dessus. Donc j'ai fait des formations effectivement avec le cabinet comptable, sur le logiciel, sur les écritures comptables. Ils ont vraiment été très bons parce que ils ont été très pédagogues, très patients, et on est parti de zéro, et aujourd'hui on est fiers de là où on est, quoi. Donc vous avez bien rectifié tout à l'heure, c'est de la production télé et pas cinéma, mais j'en veux avec le cinéma. Je voulais savoir s'il y a un personnage de cinéma ou de série qui vous ressemblerait, afin que les auditeurs puissent commencer à vous connaître un petit peu mieux, à vous percevoir. Alors physiquement je suis pas sûr, mais je pense à Ben Affleck qui a joué dans un film qui Si, ça le fait. J'ai pas la carrure, en plus il est un peu mastoc en ce moment, qui s'appelait Mr. Wolf, où le personnage était comptable la journée et tueur à gages le soir. Ce qui est pas mon cas, j'ai une vie de famille beaucoup plus posée, mais ici ils ont fait un détournement où ils ont pris l'affiche du film et ils ont changé la tête de Ben Affleck par ma tête, donc je pense que c'est l'image qu'ils ont de moi, c'est bien d'inspirer un peu de peur. Quelle est l'actualité de Sopress en ce moment ? Est-ce qu'il y a des projets que vous êtes en train de développer ? Beaucoup, nous on a vraiment une politique de toujours rester en mouvement, de toujours nous développer, donc on a commencé à faire de la production de contenu bien avant que les gens s'y mettent, parce que la presse ne va pas fort. Mais nous on continue à lancer des titres et on continue à produire du contenu beaucoup. Donc on a beaucoup de projets en cours. L'un d'eux c'est le lancement de So Good, en partenariat avec Ulule, qui sera un magazine qui sera lancé fin avril. Mais pas que, ça va être aussi un média qui est déjà lancé sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Pour parler des entreprises et des gens, des hommes, des femmes, qui lancent des projets positifs, pour la planète, pour le développement durable, pour l'écologie. Et aujourd'hui, votre quotidien de DAF, c'est aussi l'achat de locaux. Et tout à fait, on a effectivement
On est en phase d'acheter des locaux dans le 18e. On revient là où tout a commencé, parce que c'est là-bas que Sopress s'est monté il y a 16 ans. Donc ouais, on revient dans le 18 pour acheter des locaux plus grands qu'ici, pour regrouper un peu nos activités, puisqu'on a notre atelier de déco qui est à 400 mètres de là où on achète. On a aussi le Trabendo, qui est une salle de concert dont s'occupe Détroit Média, qui est une société qu'on a rachetée en 2018. Donc voilà, on regroupe un peu nos activités. Ça va être, comme dit Jean-Michel Aulas, un formidable outil pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions et développer notre activité. Si vous deviez donner un autre titre que DAF à votre fonction, qu'est-ce que vous diriez ? Souvent quand on me demande mais c'est quoi en fait DAF, parce que c'est un terme qui est un peu pas vieux, mais qu'on utilise mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire, que moi-même j'ai un peu découvert quand j'ai commencé cette fonction, et je pense qu'elle a beaucoup évolué avec les années. Et quand on me demande souvent en quoi ça consiste, je dis ça consiste à régler les problèmes. Donc c'est quand même une grosse partie de mon activité, c'est de recevoir énormément de mails tous les jours et de régler des problèmes, que ça soit social, que ça soit de projets, de comment lancer des projets, des futurs projets, comment ont marché les anciens projets. Donc je dirais fixeur de problèmes, et je dirais aussi chef de projet mais à l'échelle d'une société en fait. C'est pour ça que on me demande souvent comment je suis passé de directeur de production à directeur financier. Et en fait, je réponds que finalement, directeur de production, on est en charge d'une production, donc d'un programme. Là, on est en charge d'une société, les problématiques sont pas si éloignées que ça, surtout que entre-temps, j'ai monté ma société de production en 2011. Donc pendant 2 ans, j'ai été directeur d'une société. Donc je l'ai montée, donc j'ai eu toutes les problématiques sociales, juridiques, etc., de bilan, de bancaire, que j'ai dû appréhender. Donc j'avais quand même un historique qui me permettait de savoir où je mettais les pieds. Mais voilà, finalement on est chef de projet, mais à l'échelle d'une société ou d'un groupe, et les problématiques sont sensiblement les mêmes, surtout si on est bien entouré d'un cabinet d'experts comptables qui gère cette partie-là. Comment vous vous organisez concrètement dans le travail ? Vous avez des équipes ? Qui prend quoi en charge ? Est-ce que vous arrivez à déléguer ? Comment vous vous organisez ? Alors oui, je délègue, d'autant que j'ai une petite particularité, c'est que j'habite à Marseille. Donc j'ai passé 3 ans ici à mettre en place tout le process comptable et social, et ensuite je suis parti à Marseille, mais tout en gardant mon poste, donc je reviens une fois par semaine à Paris. Mais je me suis entouré de collaborateurs de confiance qui gèrent bien et qui sont assez indépendants, mais on est tous assez indépendants ici. Donc on a toute la saisie comptable qui est faite ici. Donc on a un chef comptable et une aide comptable en apprentissage, qui gère toute la saisie des pièces, qui réceptionne toutes les pièces, qui les classe, qui les saisissent, qui gère aussi tout ce qui est notes de frais, carte bancaire, moyens de paiement. Et après, on travaille sur un logiciel qui est connecté en fait à notre cabinet d'experts comptables qui est à Bordeaux. Donc du coup, on travaille tous. Et moi, à Marseille, pareil, je suis connecté sur ce même logiciel. Donc on est tous connectés sur le même logiciel où qu'on soit. C'est du SaaS, donc il suffit de se connecter sur Internet, c'est assez simple. Tout le monde a vu un peu sur les comptes en permanence, donc ça se fait assez facilement. C'est assez facile de déléguer les choses. Voilà, et après on a un service paye aussi qui s'occupe de toute la partie bulletin. Moi je gère aussi la partie RH, donc les entrées-sorties, toutes les problématiques que peuvent rencontrer les salariés. Mais on fait ça par mail. En fait, ce qui m'a poussé à partir à Marseille dans un premier temps, c'est que je me rendais compte qu'on travaillait dans un open space et que je passais mon temps à envoyer des mails à des gens qui étaient à moins de 5 mètres de moi. Donc du coup, pourquoi pas le faire au soleil ? Donc vous êtes la preuve vivante que la fonction de DAF et le télétravail sont 2 choses qui peuvent aller ensemble. Ça fait presque 3 ans et ça se passe très bien. Moi je trouve que je travaille même mieux, parce que effectivement en étant à Marseille, je suis dans un coworking avec un bureau, j'ai un bureau fermé, enfin pas complètement fermé, mais disons beaucoup plus silencieux qu'ici, parce qu'il faut savoir que nous on est une rédaction unique, donc tout le monde travaille dans un open space, et je sais pas si vous avez déjà mis les pieds dans une rédaction, mais c'est rarement silencieux. Enfin, surtout pour des sujets un peu d'actu, ou surtout pour du foot. Je suis beaucoup plus efficace quand je suis à Marseille pour travailler sur les dossiers comptables, sur les Excel, les reporting, etc. Et puis l'autre avantage, c'est que je suis toujours content de venir. Je suis aussi content d'entrer chez moi, mais du coup j'ai toujours cette motivation quand j'arrive ici. J'ouvre quasiment pas mon ordinateur, je passe mon temps en réunion, à rencontrer les gens, à appréhender les problématiques de tout le monde. Chose que je faisais pas forcément avant, parce qu'on est dans le flux et qu'on se voit tous les jours et que voilà, c'est plus compliqué. Donc moi je m'y retrouve, et les autres aussi, j'ai l'impression. En tout cas, personne s'est plaint. Donc ouais, je pense que c'est tout à fait possible. Mais pour pour à peu près tous les, peut-être pas tous les métiers, j'exagère, mais je pense que le télétravail c'est un peu
c'est un peu l'avenir. En plus, en plein coronavirus, ça tombe plutôt bien d'en parler. Est-ce qu'il y a des qualités clés pour être un bon DAF ? Ben justement, c'est un peu ce que j'ai demandé à mon patron quand il m'a fait venir. Je lui ai demandé quelle qualité il fallait. Je pense qu'il faut être organisé, faut être rigoureux, parce que tout part de nous, tout part des chiffres. Moi, vu que je viens pas de la compta à la base, j'ai pas la même approche de la compta que certains qui ont fait des études. J'aime pas avoir ma tête dans les chiffres pour l'avoir. J'aime bien me servir des chiffres en fait pour développer notre activité. Donc du coup, je pense que la compta c'est un outil, mais il faut pas que ça soit une fin. Donc voilà, je pense qu'il faut être... en fait, je pense que le fait d'être extérieur à ce milieu, en fait, est un point qui m'apporte un plus par rapport à d'autres. Je peux adapter des méthodes que j'avais en prod, que j'utilise en compta, enfin en direction financière. Lesquelles ? Je pense l'indépendance, être assez indépendant par rapport à ce que je fais. Voilà, on te gère une enveloppe, tu te débrouilles pour que ça marche. C'était pareil avec une émission de télé. Là, c'est un peu pareil. Je dépends de personne. J'ai la confiance de mon patron. Et du coup, l'indépendance, savoir être débrouillard, savoir s'adapter. L'adaptabilité, c'est pareil en production télé. On se retrouve à produire des cérémonies pour le plus grand festival de cinéma au monde, et puis après on fait un doc sur des proches, et puis après on fait une émission de flux classique. Enfin voilà, il faut savoir s'adapter très vite. Donc là c'est pareil en fait, il faut savoir s'adapter à tout ce qu'on fait. En plus on a quand même des activités très différentes au sein du même groupe. Donc voilà, organiser, savoir s'adapter, curieux. Faut pas arrêter d'apprendre, faut pas hésiter à poser les questions. Faut s'informer tout le temps, parce que les règles fiscales, sociales changent en permanence. Donc faut être curieux, et faut être aussi passionné, alors qu'on soit pas passionné par la compta, je peux le comprendre, mais il faut être passionné par ce qu'on fait et par le sujet. Je pense qu'il faut pas oublier le sujet, c'est un truc que je répète souvent. Enfin, on m'interviewe pas si souvent, mais je le répète autour de moi. Je pense qu'il faut pas négliger le domaine dans lequel on fait ça, en fait. C'est sûr que si je le faisais pour des produits agroalimentaires, j'aurais peut-être pas la même passion que j'ai aujourd'hui de le faire pour un groupe aussi formidable, aussi novateur, voilà, qui se développe tout le temps. On s'ennuie jamais, quoi. Il y a vraiment tout le temps des nouveaux projets à lancer. C'est assez passionnant. Et la pédagogie, c'est important pour arriver à vulgariser toutes les datas, à faire passer les bons messages ? Et ouais, exactement, la pédagogie c'est important. C'est important pour justement en répétant ce que je disais, d'utiliser les données pour faire avancer l'activité. C'est un point aussi je pense est important de développer, et ça pour le coup je pense que les formations sont importantes. Peut-être des formations RH, il y a peut-être des outils qui existent, je les connais pas tous, mais c'est sûr que c'est très important de vulgariser l'information pour pouvoir l'utiliser ensuite. Si on balance juste des tableaux Excel avec des entrées-sorties et des chiffres et des tableaux croisés dynamiques, finalement ça va pas forcément nous aider à comprendre notre activité et à savoir la développer. Donc c'est vachement important de savoir expliquer les chiffres. Donc moi j'utilise souvent des tableaux assez simples, des schémas, pas des dessins, mais je veux dire des barres ou des diagrammes, des choses qui parlent, avec des tops, par exemple pour les ventes de magazines, des top 3, des flops, voilà, des choses qu'on peut retrouver dans la vie un peu tous les jours, et qui nous permettent d'analyser les chiffres sans forcément avoir des 0 et des 1 dans les yeux, quoi. Est-ce qu'il y a un entrepreneur que vous admirez ou que vous prenez pour modèle ? C'est un peu bateau, mais c'est très corporate sûrement, mais je travaille avec Franck Hanez, donc le président du groupe Sopress, et qui est vraiment un type formidable. Je dis pas ça du tout pour me faire mousser, mais les gens du groupe, à un moment on l'a appelé le gourou, entre nous, pour rigoler, mais c'est vrai qu'il a quelque chose de très positif, et c'est quand même très agréable de travailler avec quelqu'un qui déjà vous fait confiance, et qui en plus est capable de trouver toujours comment sortir des situations parfois compliquées que peuvent rencontrer les PME, surtout dans la presse. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même agréable de rentrer en réunion en étant un peu déprimé, en ayant un peu peur de la suite, et puis d'en sortir avec la banane et remotivé. Donc ouais, mon entrepreneur type, c'est Franck Hanez. Je suis pas le seul à le penser d'ailleurs. Vous n'avez que 6 ans de recul, mais est-ce que vous avez déjà perçu une évolution dans les missions du DAF ? J'avoue que j'ai pas de point de départ. C'est-à-dire que le point de départ, c'est au moment où j'ai pris la fonction. Donc je sais pas trop comment les DAF avant considéraient la fonction, enfin exerçaient leur activité. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai été beaucoup sollicité en 6 ans par un certain nombre de startups qui mettent plein d'outils à disposition des directions financières, et que du coup, oui, de plus en plus,
jouer à des outils, que ça soit en termes de gestion de paye, de notes de frais, de reporting, ou même des logiciels comptables qui ont vraiment beaucoup évolué, qui permettent aujourd'hui d'envoyer une facture directement par mail à un outil qui va la scanner et la rentrer directement dans l'outil comptable sans même intervention humaine. Donc oui, ça j'ai vraiment ressenti voilà, toute cette partie numérisation, digitalisation des outils, qui est vraiment très forte et qui pour le coup est d'une part assez logique parce que la société évolue dans ce sens-là, donc autant que la fonction évolue avec, et aussi parce que les DAF maintenant, il y a une nouvelle génération, je pense, qui est assez jeune et qui a grandi avec ces outils-là, enfin en tout cas Internet et le digital, donc c'est somme toute assez logique. Donc les outils se renouvellent, beaucoup d'innovations dans ce domaine-là. Concrètement, comment ça impacte votre travail et votre fonction de DAF ? Mais ça nous fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité pour faire autre chose que typiquement la saisie comptable, qui est un poste qui prend beaucoup de temps, surtout que l'on a beaucoup de flux. Clairement, ça nous fait gagner du temps là-dessus, même si c'est pas moi qui gérais la saisie, mais ça me permet d'avoir un chef comptable qui fait plus de l'analyse et de la supervision, chose que je faisais moi pour le coup avant. Du coup, voilà, c'est là-dessus que ça nous fait gagner du temps et l'efficacité, clairement. Quelle est la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans votre travail ? Nous, l'intelligence artificielle, on l'utilise pas énormément, mais c'est vrai que là, récemment, on a mis en place un outil justement pour scanner les factures, qui est assez efficace, qui nous permet voilà, de déposer plein de tuyaux différents, une pièce comptable, et qu'elle soit automatiquement lue et analysée par le logiciel, qui la saisit et qui l'importe directement dans la compta sans intervention humaine. Donc nous, on s'en sert principalement pour la saisie comptable. Est-ce que vous avez une devise dans la vie et particulièrement dans votre vie professionnelle ? J'ai une devise, oui, qui marche aussi bien dans la vie que dans mon métier, c'est toujours être en mouvement. C'est pas une devise, ça rime pas et c'est pas un alexandrin, mais ça résume bien en fait l'état d'esprit dans lequel le groupe est et dans lequel je suis. En tout cas, je suis en adéquation avec ça. C'est voilà, si on bouge pas, on est mort. Donc du coup, il faut toujours être en mouvement, innover, être en avance sur le reste. Et ça marche dans la fonction qu'on exerce, ça marche dans l'activité des médias, et ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Si on reste plan-plan dans notre fonction ou dans notre petite vie, je pense que on accumule un peu de frustration et c'est jamais bon pour la suite. Depuis 6 ans au sein de Sopress, vous êtes toujours en mouvement, mais quelle est la plus grande réussite, celle dont vous êtes le plus fier ? Il y en a beaucoup, après on n'est pas... c'est un peu comme le Ballon d'Or, nous on n'est pas trop sur des récompenses individuelles, on préfère penser au collectif, comme diraient les footeux, mais c'est vrai que ce qu'on a accompli en 6 ans, c'est quand même... assez extraordinaire. On était sur une société, même si le chiffre d'affaires veut pas tout dire, mais on était quand même à 5 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est quasiment à 20 millions. Je suis arrivé, on était 7, aujourd'hui on est 46 en permanent et on fait vivre. Il y a 200 personnes qui sont dans l'écosystème Sopress. Donc c'est clairement une de nos plus grosses réussites, c'est d'avoir réussi et surtout d'être en 2020 et de sortir encore des magazines papier, alors que c'est quand même assez sinistré comme milieu. C'est ça, c'est d'être toujours là déjà, 6 ans après, à titre pas forcément individuel, mais surtout au niveau du groupe. Et puis d'être fort, d'être installé et d'être encore novateur sur beaucoup de choses. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez eu à surmonter en tant que DAF ? Les débuts étaient pas faciles, mais on était aussi plus petits, donc du coup c'était plus simple de grandir. Comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi avec le groupe, donc du coup les débuts ont été pas évidents, mais voilà, on l'a surmonté. Et après, je pense qu'il y a un certain nombre de problématiques que connaissent toutes les PME, quelle que soit leur activité. C'est voilà, les problématiques fiscales. On a eu plusieurs contrôles fiscaux, des contrôles URSSAF. C'est vrai qu'on est beaucoup surveillé, on est beaucoup contrôlé. Bon. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu d'avoir une entreprise en France, mais c'est vrai que quand on vient pas de là, on se dit mais pourquoi on vient nous embêter, on est de bonne foi, on est gentil, on n'a rien fait de mal. Donc voilà, c'était des difficultés qu'on a surmontées, on a eu de l'aide. Voilà, le contrôle fiscal a été long et pénible et c'est bien terminé. Mais ouais, ça c'était assez compliqué, ouais. Est-ce que vous avez tendance à utiliser plutôt votre instinct ou à vous fier aux données prédictives uniquement ? Un peu des deux. Après, nous, c'est vrai comme on le dit souvent, on gère un peu ça comme des artisans. Heureusement, on vit pas au jour le jour, on a quand même des prévisionnels, mais je dirais pas qu'on marche à l'instinct, mais je dirais qu'on marche un peu à la logique, c'est-à-dire qu'on se développe pas plus gros qu'on est, on essaie de tout faire de façon un peu contrôlée et de pas faire n'importe quoi, et que ça soit assez naturel et assez sain.
On utilise les données, mais on marche aussi à la logique, quoi, au bon sens en fait. Ce qui est compliqué dans notre activité, c'est que même si on peut faire des prévisionnels pour avoir une idée de l'atterrissage, c'est une activité fluctuante, et des fois il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises surprises, donc on peut pas que marcher à l'instinct, mais c'est vrai qu'il y a une part de hasard. Je pense notamment, par exemple, pour anecdote, l'année 2018, qui a été une année assez exceptionnelle pour nous, parce que les Bleus ont gagné la Coupe du Monde de foot. On les remercie chaleureusement, mais c'est vrai que du coup, nous, ça nous a fait vendre beaucoup de magazines, ça nous a ramené de l'activité qu'on n'avait pas forcément prévue, parce que comment prévoir que 23 personnes vont ramener une Coupe du Monde à la maison et nous permettre de développer l'activité. Donc voilà, c'est des effets papillons un peu qui peuvent pas être prévisibles. Voilà, il y a une part de hasard, mais la solution pour éviter que le hasard soit négatif, c'est d'avoir un développement sain, naturel et cohérent par rapport à l'activité. Revenons un petit peu sur la data visualisation. On parlait tout à l'heure de la vulgarisation et vous aviez une astuce, celle des tops, des flops. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça ? J'utilise pas mal des outils assez basiques, hein. J'ai pas des outils très compliqués, donc j'utilise PowerPoint, des PDF et des tableaux Excel. Après, c'est vrai que j'essaye les tops et les flops, je trouvais que c'était une bonne idée pour un peu donner une idée de ce qui marchait et ce qui marchait pas. J'utilise aussi des diagrammes, voilà, des choses comme ça qui sont assez ludiques pour pouvoir rendre les chiffres compréhensibles. C'est facile de vulgariser ça pour le reste des collaborateurs qui sont pas forcément calés dans les domaines de la data. Effectivement, c'est un challenge. Après, moi, la particularité, c'est que comme je viens pas de la compta pure et dure, du coup, je me mets toujours à leur place. C'est-à-dire, je me dis toujours, si moi je comprends, eux pourront comprendre, parce que je suis pas encore la tête à fond dans les chiffres, et que j'ai un esprit assez pas trop matheux, donc du coup, ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est un challenge. C'est pas évident d'expliquer aux gens que les chiffres sont là pour vous aider, et pas forcément pour sanctionner ou pour relever des problèmes, mais que ça peut être un outil. Donc c'est un challenge, mais c'est assez sympa pour le coup, cette partie de l'activité, d'expliquer aux gens pourquoi on fait ça, comment on le fait. C'est assez passionnant. On a une newsletter interne qui s'appelle La Jungle, qui nous permet d'expliquer tous les mois les projets qui sont en cours, parce qu'on a un groupe assez tentaculaire au niveau de l'activité, donc du coup c'est important de tenir nos salariés au courant. Et c'est super, elle est faite de façon assez ludique, avec des gifs, avec des liens, des photos de tous les nouveaux stagiaires et les nouveaux arrivants. Donc c'est assez ludique. Est-ce que vous et les membres de votre équipe suivez régulièrement des formations ? Alors oui, on fait des formations tous les ans à la demande des salariés globalement, mais plus sur des logiciels. Donc on fait sur des nouveaux logiciels d'abonnement là qu'on a mis, de gestion des abonnements qu'on a mis en place. Enfin, c'est surtout des logiciels pour les chefs de projet aussi, pour la présentation des projets. Voilà, donc c'est surtout de la formation logicielle. Et vous-même ? Et moi, pareil, j'essaie de suivre les formations logicielles, mais j'ai assez peu de temps. C'est un métier assez prenant, surtout quand on a 5 sociétés à gérer. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Donc quand il y a 3 jours de formation, j'essaie de faire une demi-journée sur les 3 jours, et c'est déjà super. Vous êtes plus formation en présentiel ou en e-learning ? On fait surtout de la formation présentielle, tout simplement parce que je pense que c'est assez compliqué pour les gens d'ici qui sont un peu dans un flux continu de travail, de prendre le temps volontairement d'arrêter ce qu'ils font pour faire du e-learning, alors que s'il y a quelqu'un qui vient leur présenter une formation pendant une journée, une demi-journée ou plusieurs journées, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de lâcher leur stylo et d'écouter ce qu'on leur dit. Donc du coup, non, je favorise plutôt le présentiel. Quel serait l'axe de formation vraiment essentiel pour vous ? Pour moi, personnellement, j'aimerais bien suivre un peu de formation sur la partie RH. J'avoue que je ne sais pas comment fonctionne la plupart des DAF. Je pense que dans les grosses sociétés, il y a des RH, il y a évidemment des services RH, mais je pense qu'il y a pas mal de PME qui peuvent pas forcément se permettre d'en avoir. Donc le DAF est parfois amené à remplir ces fonctions-là. Et c'est, je pense, un métier assez à part, complémentaire, mais à part. Donc j'aimerais bien, à titre personnel, oui, suivre plus de formations sur comment gérer une société et ses employés surtout. Les conflits, le côté social ? Ouais, exactement, toutes les problématiques que peuvent rencontrer les salariés,
sociales, que ça soit des questions bêtes de mutuelle ou de pourquoi on n'a pas de ticket restaurant, comment sont remboursées mes notes de frais, comment je peux améliorer ma productivité, des choses comme ça. Il y a un côté un peu coach qui est important, et je pense que c'est le rôle du DAF globalement, de toute manière, puisqu'il a vu un peu sur les chiffres et sur l'activité au quotidien de la société, de pouvoir accompagner ses salariés et les aider en fait à être plus productifs. Mais il y a pas mal de médias et d'outils, je pense à Welcome to the Jungle ou des médias comme ça, qui appuient vachement sur le quotidien des salariés, comment s'en sortir, comment développer son activité, comment être plus productif. Donc ils peuvent se renseigner par eux-mêmes, mais je pense que le rôle du DAF est quand même important là-dedans. En fait, j'aimerais bien casser l'idée que le DAF, enfin après c'est pas l'idée forcément que j'avais, mais que le DAF est complètement déconnecté de la vie des salariés, qu'il est dans son coin avec des tableaux Excel, en train d'analyser des schémas et des tableaux croisés dynamiques, et qu'il est déconnecté de l'activité réelle quotidienne de la société. Moi je vois pas le métier comme ça, je vois vraiment un métier qui est là, une fonction qui est là tous les jours au quotidien pour accompagner les gens qui font vraiment l'activité. En fait, la matière première du groupe Sopress, c'est les salariés. Je veux dire, c'est vraiment nous, notre plus-value, c'est la production de contenu, la création de contenu, et notre matière première, c'est nos salariés, c'est nos journalistes, nos directeurs artistiques, nos intermittents du spectacle. Donc vraiment, c'est au cœur de notre activité, c'est ça, c'est le salarié. Vous avez le sentiment d'être un DAF multicasquette ? Oui, mais comme j'avais le sentiment d'être déjà multicasquette en production, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment un point qui est un point commun entre la fonction de directeur de production et directeur financier, c'est d'être multicasquette. Et en production télé, j'ai commencé régisseur à porter des câbles et à amener du café, et à la fin à gérer des budgets, mais finalement, quand on a connu toute la chaîne, c'est beaucoup plus simple. Là c'est pareil, il faut être capable de comprendre l'activité dans laquelle on évolue, et de savoir régler des problèmes. Là, typiquement, on est en train d'acheter des locaux, tout d'un coup, il faut parler le langage juridique de l'immobilier, quand même pas évident. Si on a un contrôle fiscal, il faut connaître les règles fiscales. L'URSSAF, il faut connaître les règles sociales. Enfin, oui, il faut être multicasquette, il faut se réinventer tous les jours, et j'apprends encore tous les jours, quoi. Mais c'est passionnant. Est-ce que vous avez recours à des échanges d'expériences avec d'autres DAF que vous verriez occasionnellement ou plus régulièrement ? Alors pas trop, je suis souvent sollicité justement pour faire des meet-up ou des conférences, enfin pas en tant qu'acteur mais plus en tant que spectateur, ou des prix ou des choses comme ça. J'y suis jamais trop allé, notamment parce que je pense que je me sens pas vraiment légitime pour aller dans ce genre de meeting, mais sûrement peut-être à tort. D'ailleurs j'en parlais hier avec quelqu'un sur LinkedIn qui me proposait de faire partie d'un jury. Je pense que je me sens pas encore légitime pour le faire, c'est peut-être un peu tôt, et puis j'ai 36 ans, je suis quand même pas vieux. Après je dis pas qu'il y a que des vieux dans la fonction, mais voilà, je me sens pas encore prêt pour ça, mais c'est vrai que par exemple Détroit Média qui nous a rejoint en 2018 est venu avec leur propre DAF, Arnaud, donc, qui travaille au quotidien avec nous, qui gère encore Détroit Média, et Electric Dreams qui gère le Trabendo à la Villette. Donc c'est pas moi qui m'en occupe, on travaille ensemble, mais ils sont indépendants, et du coup j'échange beaucoup avec lui, qui habite à Bordeaux d'ailleurs, comme quoi le télétravail est vraiment possible. Et du coup, lui a plus une formation de DAF, donc du coup, il a un langage et des méthodes de travail qui se rapprochent plus de l'image que j'avais du DAF. Et du coup, on s'enrichit l'un et l'autre, je pense, de nos expériences différentes. Donc voilà, mais à part ça, non, je rencontre pas beaucoup de DAF, non. Quel conseil vous donneriez aux futurs DAF ou étudiants ? Je pense pas que je puisse donner beaucoup de conseils. Après, je pense que la clé du métier, c'est d'être curieux et de s'intéresser à ce qu'on fait, et d'essayer de construire de grandir avec le groupe, de se construire avec la société dans laquelle on est. Il y a une chose par exemple qui me surprend, ça fait un peu réactionnaire de dire ça, mais c'est le monde de l'emploi. Donc j'ai eu des recrutements à faire, ça aussi c'est un challenge qui est assez compliqué quand on connaît pas trop ce monde-là. Et le recrutement, j'étais assez impressionné par... J'ai l'impression que le rapport de force a vraiment changé, et que c'est vraiment les salariés, en tout cas à Paris,
et dans nos métiers qui ont un peu pris le pouvoir. Et j'ai eu des jeunes gens qui sont venus et qui avaient quasiment signé une promesse d'embauche, et puis tout d'un coup, qu'on fait ce qu'on appelle du ghosting, donc ont arrêté de m'appeler, qui ont disparu de la circulation parce qu'ils ont sûrement eu une offre ailleurs. Mais j'étais assez surpris du manque d'attachement de ces personnes à une société. Alors, je prône pas forcément de rester 15 ans dans la même société, j'ai été intermittent du spectacle pendant 13 ans, donc du coup, je connais le fait de changer de société. Mais c'est vrai que, en tout cas dans nos métiers, c'est compliqué d'être complètement détaché de l'activité d'une société et d'essayer de grandir avec, quoi. On n'est pas des mercenaires, quoi. C'est vraiment un poste qui est important et qui est passionnant parce qu'il nous permet de grandir avec une société, d'avoir un vrai poids dans le développement d'une société. Dans un monde idéal où vous auriez beaucoup de temps, quel est le projet que vous développeriez en premier ? Dans un monde idéal, si j'avais plus de temps, je pense que j'essaierais de encore plus développer la partie expérientielle du salarié. En fait, c'est vrai que nous, on a 2 développeurs en interne qui sont top, et du coup qui nous ont fait des outils sur mesure pour la gestion, par exemple des contrats, pour la gestion des notes de frais, des cartes bleues, etc. Et qui permet à tous les rédacteurs en chef de saisir eux-mêmes chaque mois les piges des magazines qu'on a produits ce mois-ci. Donc c'est un logiciel qu'on a développé en interne qu'on appelle Sogest, et en fait il est vraiment super parce qu'on a créé des espaces personnels pour chaque personne, pour chaque pigiste ou chaque intermittent. Ça marche aussi pour la prod, qui leur permet d'aller signer leur contrat en ligne, qui leur permettent de récupérer leur bulletin de paie, leurs attestations Pôle emploi, de saisir leurs notes de frais. Donc tout ça, c'est vraiment c'est super. J'aimerais encore plus se développer pour le rendre encore plus ludique et leur permettre d'avoir en tout cas un espace où ils peuvent retrouver toutes leurs pièces et toutes leurs activités. J'aimerais encore plus développer cette partie-là, ouais, effectivement. Quand on imagine Baptiste Lambert dans le train entre Marseille et Paris, il lit quoi ? Alors dans le train, je travaille pas mal parce qu'il y a le Wi-Fi maintenant depuis quelques années, donc du coup j'ai plus d'excuses. Mais bon, sur 7 heures de train, c'est vrai que je vais pas vous mentir, je travaille pas pendant 7 heures. Donc il m'arrive de lire, effectivement. Je suis assez fan de polar, notamment de Michael Connelly, qui est très prolifique, donc qui fait environ 2 romans par an, donc je les lis quasiment tous. Donc je lis du Michael Connelly dans le train. Il y a un problème, il faut le fixer. Exactement, exactement, pareil. Sauf qu'on n'est pas à Los Angeles, on est dans le 11e, mais sinon c'est pareil. Merci Baptiste Lambert de nous avoir fait découvrir votre divers professionnel. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine Poste DAF. À bientôt. C'était la Poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.